Coucou YouTube, on se retrouve pour les sorties grand format du mois de mars. Et franchement, il y avait trop de choses en ce mois de mars, c'est un truc de fou. Donc bon, encore une fois, hein, désolé si j'ai oublié des choses. Si voilà, vous auriez vu voir certains livres, si certains livres dans ma sélection ne vous semblent pas pertinents, c'est mes goûts. J'ai essayé de faire comme d'habitude un peu éclectique, on va dire. Hein. Et voilà. Du coup, j'attaque parce qu'il y en a quand même 36. Rien que ça. Bon, toujours domination des contemporains. Toujours, bref, en vrai, mes statistiques, elles changent pas beaucoup de mois en mois quand on y pense. Hein. Toujours beaucoup de contemporains, beaucoup de thrillers, romans noirs et le reste en SFFF, quoi. Et un petit peu d'historique éventuellement, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est vraiment, en général, c'est ça. Hein, ça bouge pas trop. Après, il y a rarement de la fantaisie, on va pas se mentir. Il y en a une, mais que j'ai mis plus parce que c'est limite plus pour le titre que pour le contenu, mais bon. Et voilà. Et donc, quelques BD quand même. Et franchement, pour le coup, en BD, il y avait pas mal de trucs bien. Vraiment, si j'avais gardé toutes les BD que j'ai sélectionnées, il y en aurait bien eu au moins 12-15, quoi. Franchement, il y en avait pas mal que il me faisait envie. Hein. J'ai restreint de fou autant que j'ai pu. Allez. Du coup, on va attaquer. Alors, vous allez voir qu'il y a... franchement, ce mois-ci, il y a beaucoup... Enfin, c'est ma sélection, mais il y a beaucoup de romans japonais et coréens. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais surtout, ouais, japonais, il y a pas mal de trucs. Et alors, vraiment un peu de tout, et même en coréen aussi. Et encore en coréen, j'en ai enlevé parce que je m'étais dit que c'était pas forcément des trucs que j'allais lire. Donc voilà. Allez. Donc on commence. C'est sorti avec la Belgique. Avec une autrice qui sera présente au Quai du Polar. On en a parlé récemment entre nous, hein, sur un live qui n'a pas été enregistré, mais on a passé vite fait en revue les auteurs et autrices présentes au Quai du Polar. Et donc là, il s'agit de Sandrine Goeverts. Je vous avoue que je ne sais pas comment ça se prononce. Désolé, mes amis belges. Ouais, c'était jeudi. Avec donc un roman qui s'appelle Cabal. Alors, je sais pas si c'est un prix. J'avoue, j'ai pas été vérifié. Je suis bête. Je sais pas si c'est un primo-roman. Mais en tout cas, voilà. Je m'étais arrêtée sur elle. Parce qu'elle avait des takes un peu féministes dans son autobiographie, là, enfin, la petite autobio là, qu'ils mettent sur les quais du Polar. Où notamment, il leur demande aussi de citer des livres, des films et tout ça. Et elle avait cité en livre préféré Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange. Et je me suis dit elle est bien elle. Et en plus, bon, bah, son livre il va un peu dans ce sens-là. J'aime bien parce qu'il y a des serpents, évidemment. Donc, dans cette histoire, on va suivre 5. Alors en plus, j'aime bien parce que elles ont 5 prénoms assez originaux. Ça fait très prénom de sorcière. Je pense que c'est pas anodin. Enfin, soit sorcière, soit un peu mythologie grecque aussi. Mais ouais, je pense que c'est un peu, c'est pas anodin, c'est voulu. Donc, elle s'appelle Exorde, Protocole, Ataraxie, Rigor et Thémis. Et en fait, elles ont fondé une société secrète qui s'appelle Cabal. Ah, c'est un primo-roman, merci Karine. Leur but, c'est de punir les hommes coupables de violences sexistes et sexuelles de manière proportionnelle à la faute commise. Lorsqu'un chanteur célèbre va être retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel... Ah d'accord, ces autres publications, c'est essai recueil de témoignages, ok. La police va se saisir de l'affaire et donc on va suivre Alice qui est l'une des enquêtrices qui va comprendre rapidement que ce n'est pas un acte
isolée, et donc les crimes de la cabale donc, vont se multiplier, et l'étau va se resserrer, Alice va s'approcher de la vérité, mais peut-être que ça va ébranler ses propres convictions. Alors désolé, moi ça me fait beaucoup penser, enfin désolé, je sais pas pourquoi je suis désolée, non, il n'y a pas à l'être, mais ça me fait beaucoup penser à... Putain, pourquoi j'ai un trou sur les titres d'un coup? Les Ravagés de Louise May. C'est ça? Putain, pourquoi j'ai d'un coup... Le tome 2, c'est les Hordes Invisibles. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. Parce que aussi dans le roman, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, c'est des hommes qui sont tués par vengeance, en fait. Par des féministes. Et que du coup, bah en fait, les enquêteurs, ils vont se dire, ouais, bah en fait, peut-être que finalement... est-ce que c'est pas un peu mérité? On s'interroge, on se pose la question, je dis ça, je dis rien. Bon voilà, après, bon, il y a, ouais, évidemment, c'est ce côté, un peu cathartique, là, de femmes qui vont tuer des bourreaux, enfin, des hommes, des agresseurs, quoi. C'est pas nouveau, hein, on l'a vu avec Dirty Weekend, et puis plus récemment avec Les Bouchères, ou même avec le dernier Sir Cédric, même si... Pour le coup, politiquement, c'était pas trop ça, mais bon, voilà. Mais ouais, du coup, c'est toujours, après, voilà, c'est toujours intéressant selon la façon dont c'est traité. Et bon, visiblement, l'autrice est pas mal féministe. C'est un roman, de vengeance, cathartique, voilà. Bon, moi, vous savez que ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je vous l'ai mis. Je suis pas spécialement fan de la couve, même s'il y a des serpents dessus. Mais pas, voilà, c'est pas exclu que je l'achète. Alors, il sortira chez Hachette, hein, dans leur collection Black Lab. Alors, c'est pas une collection spécialement qualitative d'habitude. Mais bon, on verra en tout cas. Voilà, donc on commence fort avec... on commence fort cette sélection. Et on passe donc à la suite. Et c'était le 4 mars. Et donc il va y avoir 2 grosses vagues là, 4 mars et 5 mars. Après ça se réduit. Comme les poches, c'est pareil, voilà. On passe à une BD qui s'appelle Le Complexe de Lucie Albrecht. Pas sûre de la prononciation non plus, désolé encore. Qui sortira chez Casterman, et c'est... Ouais, achat qui est du polar. Oui, c'est vrai, complètement, oui, ça va être... C'est possible que ce soit un achat qui est du polar, la cabale, là. Donc on est dans un récit dystopique dans lequel une clinique promet d'effacer tous les complexes de ses patients en seulement 5 jours. Mais évidemment, voilà, cette promesse n'est-elle pas trop belle pour être honnête? Voilà, il n'y a pas plus de synopsis, à part qu'on nous dit que c'est une, je cite, hein, une dystopie glaçante où le corps devient marchandise et terrain d'exploitation. Et où on va suivre 3 personnes, 2 femmes et un homme, visiblement. Donc c'est Inès, Nadège et Tony. Voilà, avec en fond, en toile de fond, donc cette mystérieuse clinique. Ça a l'air super intéressant, voilà, à voir... Après, voilà, comme d'habitude, les BD, quoi. Les BD, c'est cher et c'est... Enfin, j'ai envie de dire, maintenant, 25, c'est le prix d'un roman, mais... mais c'est surtout très dur à trouver d'occasion. C'est pas un truc à lire en e-book. Enfin, voilà, donc c'est toujours un peu compliqué financièrement parlant, les BD, on va pas se mentir, mais bon. En tout cas, celle-là, elle m'intéresse beaucoup. On reste le 4 mars avec... un roman SF coréen. Il s'agit de l'origine des espèces de Kim Bo-young, qui sortira chez Rivage. Et en fait on va suivre, alors je sais plus, je sais pas, je vous dis le synopsis de test que j'ai oublié de noter, là c'est pas un synopsis qu'il y a, mais bon. Donc je sais plus, on va être dans un futur plus ou moins proche, et en fait on suit un robot. Donc l'humanité a disparu a priori, et on suit un robot. On est dans une... Ouais, en fait on va être dans une ère glaciaire, on sort d'une ère glaciaire.
et il va découvrir l'existence de la vie organique en fait. Voilà, il va découvrir qu'il y a des espèces vivantes qui ne sont pas des robots. De fou, Karine, j'allais le dire. Franchement, quand j'ai lu le synopsis en sélectionnant ce roman, je me suis dit, mais c'est trop le robot sauvage en fait. On est d'accord. Alors là, je crois pas qu'il va découvrir de suite des animaux quoi, mais ouais, c'est clair que ça fait vraiment penser à ça. Après, moi, j'avais adoré le robot sauvage. Qu'est-ce que c'était bien comme film. Ouais, même la couverture de fou, c'est clair, c'est robot sauvage. Après, peut-être que... Mais bon, il aurait mis quand même si le film d'animation venait de ce roman, je suis pas sûre quand même. Dans un futur lointain... Ah, mais je l'ai là, le synopsis. Donc, c'est dans un futur lointain. L'humanité a sombré dans l'oubli. Et la Terre n'est plus habitée que par des robots. Voilà. Et donc... on va suivre Kay, qui est chercheur en chimie, qui va rencontrer Cécile, qui est une androïde marginalisée à cause de son apparence. Et en fait, en s'inspirant de ses travaux, elle va l'inciter à s'aventurer dans le champ controversé de la biologie organique. Et du coup, donc voilà, les autres robots vont un peu s'opposer à ses recherches. Et donc eux, ils vont essayer en fait de faire revivre des plantes, mais ça marche pas. Et en fait, finalement, bon voilà, on va suivre comme ça cette évolution de leur recherche. Et voilà. Oh merde, le chat m'emmerde, pardon. J'arrive, attends. Je finis juste ça, et du coup... Voilà. Et donc ouais, c'est une autrice, hein, Kim Bo-young, autrice de SF. Voilà, et donc son livre a été sélectionné pour le National Book Award. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, et ça sortira donc le 4 mars chez Rivage. On passe à la suite avec un petite autobiographie slash essai. Il s'agit de J'avais 15 ans, je croyais l'aimer, je me taisais, de Capucine Coudrier, plus connue sous le pseudo de Over the Rainbow sur Instagram, si jamais vous la suivez. Sinon, si vous ne la suivez pas, je vous encourage à la suivre parce qu'elle est très très bien. Donc ça sortira chez Albin Michel, et en fait, donc elle va raconter son histoire, et notamment le fait qu'elle ait subi en fait elle ait vécu une relation toxique quand elle était très jeune, hein, 15 ans pour le coup. Alors je sais pas si c'était avec un mec plus âgé ou quoi, j'en sais rien, pas précisé, mais en gros voilà, elle a subi des violences physiques et psychologiques. Et donc elle racontait ça, et au travers de cette histoire, elle va en profiter en fait pour faire un petit essai autour de ça, et donner des ressources en fait pour repérer notamment les signaux, hein, qui peuvent emmener à une emprise et à de la violence, hein, au sein d'un couple. Voilà. Donc, et c'est vrai que oui, elle est aussi intervenante en milieu scolaire, elle en parle des fois. Donc voilà, ça va être, je pense, intéressant. Je sais pas si c'est pas son premier livre en plus d'ailleurs. Mais ah non, c'est pas son premier livre, mais elle avait fait un livre un peu plus de mémoire. Ah, je me souviens plus. Voilà, c'est ça, Qui suis-je? Ouais, c'était plus sur sur le rapport au corps, aux relations, à l'identité, etc. D'une façon assez généraliste, pour les ados, en fait, voilà. Donc, voilà, en tout cas, pour celui-ci, qui sortira également le 4 mars.
toujours le 4 mars sortira le livre de la culpabilité de Catherine Chidgui. Je sais pas trop, je suis pas sûre. Chidgey, je sais pas trop comment ça se prononce. Couverture un peu pixelisée, désolé, j'ai pas trouvé de meilleure qualité là. Qui sortira chez Galmester. On est dans une uchronie, une fois n'est pas coutume, puisqu'on est en 1979, mais dans un monde où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et l'Angleterre est dirigée par un gouvernement qui repose sur, on nous dit, je cite, des alliances inquiétantes. Voilà. Et on va suivre des triplés, parce que pourquoi pas, des triplés de 13 ans, c'est Vincent, Laurence et William, qui sont les derniers résidents d'un foyer pour garçons. Chaque jour, ils doivent prendre des médicaments et étudier sous l'œil vigilant de 3 mères. J'imagine que c'est un truc un peu chrétien, quoi. Mère du matin, mère de l'après-midi et mère de la nuit. Et en fait, ils ont entendu... Voilà, il y a une légende, en fait, qui dit que y a certains orphelins chanceux qu'on envoie dans une station balnéaire mythique, voilà, c'est une légende, et évidemment, ces 3 triplés là veulent, ils font tout ce qu'ils peuvent en fait pour pouvoir rejoindre cette station balnéaire. Et on va suivre aussi Nancy, qui a également 13 ans, qui elle mène une vie recluse avec ses parents qui l'adorent mais qui ne la laissent jamais sortir. Et un jour, donc, leurs routes vont se croiser et ils vont découvrir la terrible vérité sur leurs origines. Ça a l'air assez ouf, je trouve, parce que donc on est à la fois dans de la SF, dans visiblement du suspense psychologique, thriller psychologique, quoi. Et en plus, on nous dit c'est aussi un peu une fable gothique. Le mot magique. Voilà, donc il y a un côté du coup, il y a un côté dystopique en fait dans cette uchronie. Ça a l'air très 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 bien. Ça a l'air très très bien. Après bon, Galmeister, putain, c'est de pire en pire les prix, pardon, mais alors là, on est monté à 27 balles. Jusqu'où va s'arrêter Galmeister? Quoique je me demande s'ils n'ont pas déjà sorti des livres à 30 balles. Bref, mais bon. En tout cas, ça a l'air vraiment bien. Pire du pire, faudra patienter 1 an de plus pour l'avoir en poche. Mais ça peut valoir le coup. Surtout que bon, c'est pour avoir une belle couverture totem. Voilà, mais en tout cas, ouais, ça me fait grave envie cette histoire. Je sais pas vous. Ensuite, on est toujours le 4 mars avec une BD. Il s'agit de Ne jamais couler de Marie de Brouwer. Donc ça sortira chez Le Duc graphique. C'est une BD sur la grossophobie. Voilà. Donc je cherche le synopsis justement. Est-ce qu'il y a un synopsis? Non, pas vraiment. En fait, c'est juste une BD. Voilà. Je sais pas si c'est autobiographique ou pas. Mais voilà, c'est une BD un peu humoristique, un peu ludique aussi. Et donc ça va... en fait, ouais, je pense que c'est un peu autobiographique parce que on nous dit qu'elle raconte aussi son histoire et son combat contre l'injustice qu'elle vit au quotidien. Voilà. Donc BD autobiographique en l'occurrence. Ah, c'est une réédition. Ah merde. C'est pour ça que ça me disait quelque chose aussi. Bah, j'aurais dû vérifier. En général, je vérifie quand les BD me parlent comme ça. Bon, bah, autant pour moi. Alors, c'est une réédition. On chier à faire des rééditions, là. Bref. Donc, voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, elle est là. T'as à dire que j'ai viré des trucs. Et... ah ouais, en plus, c'est récent. Oh, ça saoule, quoi. Bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Merci, Karine, pour l'info. J'aurais pu mettre des livres que j'ai virés...
à la place. Ça m'énerve. Bref. Le 4 mars, toujours, sortira Pour que renaisse le soleil de Dorian Sukegawa, qui est donc l'auteur du très célèbre Les délices de Tokyo. Et donc là, nouveau roman qui sortira chez Hauteville dans leur collection Kibun. Donc dans lequel on va suivre Yoshie qui a perdu son fils unique et qui suite à ça s'est enfermé dans sa maison dans le noir en fait, voilà, elle vit recluse. Et il se trouve qu'en plus, ah oui putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une part de fantastique dans le truc, bon c'est pas grave. Il se trouve qu'en plus, apparemment, il y a une nuit, voilà, d'autant plus dans le noir qu'il y a une nuit perpétuelle qui recouvre la Terre. Et un jour, ouais, en plus, double titre, et un jour, il y a un mystérieux garçon qui va frapper à sa porte et elle va l'accepter de l'accompagner dans une quête qui consiste à retrouver le soleil. Et donc, au fil de leur périple, ils vont faire des rencontres. Et donc ça va raviver des souvenirs en Yoshie. Voilà, bon, ça a l'air très métaphorique, hein, évidemment, c'est totalement métaphorique. Je suis dans le noir, je cherche à retrouver le soleil, hein, vous avez bien compris. Je pense que là, il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour comprendre le truc. Mais bon, voilà, après Dorian Sukegawa, ouais, il est connu hein, pour être un peu... très voilà très c'est pas vraiment du feel good en fait hein, c'est plus justement c'est des récits un petit peu sombres et en même temps qui apportent beaucoup d'espoir. Voilà, ça part toujours de choses assez tragiques mais au final voilà, le but c'est de garder l'espoir en toutes circonstances. Donc voilà, c'est très mignon. En plus il y a un capybara et une panthère sur la couverture. C'est très important. Mais voilà, donc je vous l'ai mis, il sortira donc le 4 mars également. Le 4 mars, toujours sortira une BD qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur avec un E. Écrit par Eric Giacometti et Céline Braque avec des dessins de Fanny Briand. Ça sortira aux éditions Marabule. Ouais, j'aime beaucoup ces éditions de BD. Et ben oui, bon bah comme le titre l'indique, hein, ça va parler du syndrome de l'imposteur, mais plus particulièrement chez les femmes. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est quand on est persuadé qu'on ne mérite pas en fait les choses positives qui nous arrivent, que en réalité on est trop nul et que voilà, quand on réussit quelque chose c'est juste de la chance, on méritait pas d'être là, voilà, globalement c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, hein, qui ne croient pas en leur capacité. Bon, moi j'avoue, j'ai complètement le syndrome de l'imposteur hein, tous les jours, mais voilà, donc là ça nous dit, voilà, minimisez-vous vos réussites, avez-vous peur d'échouer autant que de réussir? Oui. Vous sentez-vous illégitime? Êtes-vous dans l'auto-sabotage? Oui, putain, ça c'est le truc. Auto-sabotage, ça c'est typical chez moi, c'est-à-dire que j'ai tellement peur de l'échec que je préfère ne rien faire plutôt que de risquer d'échouer en fait. C'est parce que je suis persuadée que de toute façon je vais échouer, donc autant ne rien faire. Enfin, maintenant je suis moins comme ça, heureusement, hein, mais c'est vrai que pendant longtemps j'étais comme ça, c'était terrible ça. Donc voilà, et donc c'est une BD enquête / témoignage avec un S / conseil. Donc Céline Braque, c'est une dirigeante d'un institut de sondage. Pas très fan des instituts de sondage, mais admettons. Eric Giacometti, c'est un scénariste, et en fait, ils ont mené une enquête sur le syndrome de l'imposteur, un phénomène qui touche tout le monde, mais frappe plus durement les femmes. Voilà, donc comment le concept a été développé,
Il va y avoir donc des témoignages de femmes, des expériences de figures publiques, un travail avec un psychologue spécialiste du sujet. Voilà, avec un peu d'humour aussi, parce que c'est toujours bien dans une BD. Ouais, c'est vrai, Jenny, ouais, c'est terrible ça, hein, putain. C'est fou, hein. Et c'est vraiment... C'est vraiment typiquement féminin, même si évidemment qu'il y a des hommes aussi hein, qui ont le syndrome de l'imposteur, mais c'est quand même... ça touche beaucoup plus les femmes, hein, puisque... bah, tout simplement parce que on n'a pas été éduqués pour nous, en fait, pour nous mettre en valeur. Nous, on a été éduqués pour mettre les autres en valeur, en fait, hein, tout simplement. Et les hommes, au contraire, eux... Alors voilà, il y a eu des études hein, qui ont été faites. Hein. Les hommes sont surconfiants, c'est-à-dire que eux, c'est l'inverse, en fait. Ils croient qu'ils ont beaucoup plus de capacités que ce qu'ils ont vraiment, et les femmes, donc, elles, se dévalorisent. Les hommes se survalorisent, et alors, bien sûr, en moyenne, hein, c'est des statistiques, les hommes se survalorisent et les femmes se dévalorisent. C'est un truc de fou. Donc voilà, vous avez dû voir hein, cette fameuse enquête, là, ce fameux sondage de, je sais plus combien, là, de pourcentage d'hommes qui se disent capables de faire atterrir un avion, hein, typical. Voilà. Ou de battre Serena Williams au tennis, bien évidemment, hein. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Bref, donc ouais, ça peut être... oui, complètement, ça peut pourrir la vie, bien sûr. Mais oui, mais bien sûr, ça vient d'un manque de confiance en soi. Mais oui, parce que c'est grandement dû à l'éducation, d'une façon générale, l'éducation des filles. Et après, bien sûr, individuellement, c'est dû souvent à, effectivement, des traumatismes qu'on a pu avoir, etc. Mais plus on vit de traumatismes dans la vie, de toute façon... Et moins on a confiance en soi, et c'est pas étonnant, quoi. Et du coup, ça amène à ce fameux syndrome de l'imposteur, hein, de toute façon. Donc ouais, c'est pour ça que les filles sont beaucoup plus sujettes, quoi. Toi, t'es pas capable de faire atterrir un avion, et c'est pas le syndrome de l'imposteur. Non, toi, t'es juste lucide, en fait, oui. Normal, quoi. Peu la base, quoi. Aïe. Ouh, comment on dit, hein. Donnez-nous la confiance d'un homme médiocre. D'un homme blanc médiocre, précisons d'ailleurs. Mais ouais. Bon bref, en tout cas, voilà, BD qui m'a l'air très intéressante en l'occurrence. Et donc qui sortira également le 4 mars. Ensuite... on passe enfin au 5 mars. Et là aussi, il y a une grosse vague de sorties. À commencer par A Palmarès de Gail Jones. Pardon. Donc, dans cette histoire, on est dans le Brésil colonial et on va suivre Almeida, qui est une jeune esclave noire qui vit... Alors voilà, je sais pas si c'est s'il y a vraiment une part de fantastique dedans ou si c'est juste des légendes et tout ça, mais en gros voilà, elle vit dans un univers où la magie et les légendes s'entremêlent au lourd fardeau du quotidien. Et voilà, elle a un monde rêvé dans sa tête. C'est une légende en fait, a priori. Qui serait donc un campement, ça fait un peu penser à l'Underground Railroad hein, d'ailleurs, là ce serait un campement d'esclaves fugitifs connu sous le nom de Palmarès, et Almeida va s'échapper des plantations où elle vit captive, donc c'est, je précise que c'est la colonisation portugaise hein, au Brésil, même si vous vous en doutez, et voilà, et elle a pour but de rejoindre ce monde libre, mais le problème c'est que la communauté qui visiblement existe vraiment, évidemment, est traquée par les colons. Et voilà. J'en sais pas plus. Ça fait très, ça fait très Underground Railroad hein, dans cette histoire. Sauf que là, on est au Brésil. Gail Jones, c'est une autrice afro-américaine féministe. Adulée, on nous dit adulée
par Toni Morrison, qui fut sa première éditrice. Voilà. Bon, écoutez, ça m'a l'air très intéressant tout ça, en tout cas. Voilà, donc je vous l'ai mis. En plus, ça sort chez Dalva. J'aime bien cette maison d'édition. Trop sous-cotée. Après, il n'y a pas beaucoup de livres, en l'occurrence, qui sortent chez Dalva. Donc, c'est bon à saisir. Bon, par contre, le prix pique un peu, mais en même temps, il fait 500 pages. Donc, voilà. Pas comme s'il en faisait 200. Voilà. Donc, si ça vous intéresse... le 5 mars toujours. Ah oui, alors celui-là, forcément, il y a des chances que je me jette dessus. Il s'agit de Hôtel Ambrosia de Katie Kento qui sortira chez Slalom. Et oui, Slalom, ils nous pondent un thriller. Parce que pourquoi pas, parce que Slalom, en fait, c'est une maison d'édition young adulte, mais en général, ils nous proposent plutôt des romans contemporains engagés. LGBTQ+, etc. Et donc là, ils nous sortent un thriller. Ben pourquoi pas, moi je dis let's go, parce que j'ai confiance en Slalom. Et en plus, c'est un thriller allemand. Ça change un peu, on va dire. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Robin, qui a 17 ans, c'est une jeune fille, qui est obsédée par l'hôtel qui est situé juste en face de chez elle, qui s'appelle l'hôtel Ambrosia. Elle est fascinée par sa sinistre réputation. Et comme c'est une grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer. Voilà, elle connaît toutes les routines du personnel, les clients, rien ne lui échappe. Et son rêve, ce serait de résoudre une affaire qui a été classée depuis des années. Et évidemment, un jour, il va se passer quelque chose. Là, en l'occurrence, il va y avoir un enlèvement dont Robin va être témoin. Et du coup, elle va elle va décider de passer à l'action. Sauf que, et là, ça fait très Hitchcock un peu pour le coup. Sauf que Robin ne peut pas quitter son appartement. En effet, elle est paralysée par une maladie. Et du coup, elle va décider de contacter une podcasteuse, alors je pense dans le true crime, et de l'envoyer enquêter à sa place. Voilà. Et du coup... Non, c'est pas la podcasteuse, c'est un autre gars, mais je ne sais pas qui c'est. Bref, tout ça pour dire que ça a l'air cool. Ça fait très, ça fait très fenêtre sur cour... De Hitchcock, et puis un peu La femme à la fenêtre aussi, qui reprend Fenêtre sur cour de Hitchcock de toute façon, c'est un peu limite une réécriture. Mais voilà, j'aime bien l'idée. En plus, il y a un côté un peu gothique avec cet hôtel. Vous savez que moi j'aime bien quand c'est des bâtiments qui font partie de l'histoire. Voilà, tout ça c'est mêlé en plus au côté un peu true crime, etc. Donc ça a l'air cool, voilà, ouais, celui-là, on n'est pas à l'abri que je l'achète. Voilà. Ensuite, le 5 mars, toujours, sortira Joey de Joseph Earl Thomas aux éditions du Cherche Midi. Alors, on retourne aux États-Unis. On est près de Philadelphie. Et... j'ai pas fait gaffe en fait par rapport au nom de l'auteur, mais en fait c'est autobiographique. C'est autobiographique ce roman. Ça reste un roman a priori, mais ouais. Puisque donc c'est l'auteur lui-même, donc Joey c'est l'auteur en fait. C'est son surnom, qui va grandir en fait dans une maison un peu insalubre avec une mère qui est défoncée au crack. Qui le frappe en plus. Il subit du harcèlement à l'école. Il crève la dalle parce que il est dans une pauvreté extrême. Il est aussi dans une solitude extrême. C'est un garçon noir et en fait sa seule échappatoire, c'est les mondes virtuels. Voilà, il va s'immerger dans la culture geek et la pop culture qui vont devenir un peu des refuges pour lui.
Et, et voilà, ça va lui permettre un peu de... Ça va lui donner un peu une manière d'exister et de redéfinir sa place dans le monde. Et ça va aussi lui permettre, on nous dit, d'éviter la masculinité toxique omniprésente autour de lui, qui menace à tout moment de le corrompre. Voilà, c'est intéressant. Et voilà, donc il va se réfugier dans cette vie un peu de geek et de jeux vidéo comme bouclier contre la violence. Voilà, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vraiment très très bien. Ouais, ça a l'air vraiment très bien. Ça me donne très très envie cette histoire-là. Surtout c'est l'histoire de l'auteur. Et voilà, je sais pas, je suis un peu curieuse. Surtout que, en fait, ce qui est ouf, c'est que en général, justement, ce milieu-là de virtuel autour de la pop culture et tout ça, c'est justement là où il y a de la masculinité toxique. Et en général, c'est là où des gamins vont devenir des incels, etc. Et là, on nous dit que c'est l'inverse. Du coup, je suis un peu curieuse de ça. C'est intéressant. Voilà pour celui-ci. Alors, ah bah oui, forcément, celui-là, je ne peux que l'attendre. Le 5 mars, donc, va sortir Catabasis de Rebecca Kwang chez De Saxus. Il y a un chat sur la couverture, j'avais même pas vu. Je viens de le voir là. Il y a un chat, il y a des escaliers. Ah là là. Donc, dans cette histoire, en plus, ça va être encore un peu Dark Academia. Ça, voilà, un peu dans le même délire que Babel. Donc, dans cette histoire, on va suivre Alice, qui a tout donné pour réussir, son énergie, son temps et sa santé mentale. Elle est doctorante en magie analytique à Cambridge. Voilà, on revient sur les amours de R.F. Kwang. J'aurais dû rajouter d'ailleurs un slash Royaume-Uni, parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça se passe au Royaume-Uni, même si l'autrice est américaine, sino-américaine. Ouais, voilà, Babel, ça se passait. Alors, c'était pas Cambridge, c'était Oxford, il me semble. Mais bon, voilà, c'est une université, grosse université anglaise. Hein. Donc là, c'est à Cambridge. Et son objectif, c'est d'être titularisée et donc ainsi de légitimer son talent de magicienne. Le seul obstacle dans son parcours, c'est son directeur de thèse qui va mourir dans un accident aux circonstances douteuses. Et le truc, c'est que elle a besoin de lui et donc elle va décider de descendre en enfer pour le retrouver. Et elle est pas seule à entreprendre ce voyage puisque son rival Peter va décider de l'accompagner dans sa descente. Voilà, et donc ils vont devoir s'allier en fait, hein, ils vont devoir mettre de côté leurs différends pour, on nous dit, venir à bout des 8 cours de l'enfer. Ça fait très l'enfer de Dante, hein, pour le coup, avec les cycles de l'enfer. Mais voilà, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air trop bien. Bon, évidemment, wishlist de fou, hein, bien sûr. Donc, il y aura 2 versions, hein, donc une brochée à 20,90 € et une hardback donc à 26,90 € que vous voyez là avec ce sublime jaspage bien sûr, voilà, et que bien évidemment je vais acheter, voilà. Vous savez tout, que je vais acheter et que je vais lire sur ma liseuse parce que pas l'abîmer évidemment, hein. Non, ça a l'air trop bien, j'avais tellement adoré Babel que ben oui, je ne peux qu'avoir envie de lire celui-ci. Donc ouais, le brochet ça va, ouais, 20,90 € effectivement. Pas trop cher, ça va. Effectivement. Ouais, puis même le hardback, parce que Babel, il l'avait vendu plus cher, hein. Il me semble qu'il était à 30 balles, je crois, le Babel. Ils ont un peu baissé leur prix là de Saxus pour le coup, mais bon, tant mieux, on va pas s'en plaindre. J'espère juste que ça baisse pas en qualité, mais voilà. En plus, 608 pages, hein, ça reste quand même un bon bébé, hein.
Ça reste un bon bébé, hein. Babel, il devait faire 700 et quelques, donc voilà, il n'y a pas beaucoup moins de pages. Allez, sur ce, on passe à la suite. Mais oui, celui-là, c'est wishlist de fou. Toujours le 5 mars, ça c'était une suggestion d'Elsa, sortira le livre de Sèvres de Charlotte Monsarrat aux éditions du Tripode. Donc on est dans un conte. Alors ouais, je sais pas si c'est fantastique, réalisme magique, je sais pas trop. C'est un genre de conte écologique en fait. Alors on nous dit, alors j'aime bien les références qui ont à voir et en même temps pas du tout à voir les unes avec les autres, à placer entre Princesse Mononoke, Matrix et la Servante écarlate. J'ai pas les mots. M'attendais pas à avoir Princesse Mononoke et Matrix dans le même truc. Mais après, j'ai envie de dire, les trois sont très progressistes. Hein, donc voilà. Alors, on est dans un endroit qui s'appelle le Roncier, où les femmes, où il n'y a que des femmes visiblement. Les femmes naissent et enfantent. Non, je sais pas s'il y a que des femmes, si elles enfantent, à moins que ce soit de de la parthénogénèse là. Mais bon, en tout cas, on va suivre des femmes qui ont depuis longtemps oublié les rêves, le sens des mots et ce qu'était la vie avant l'apparition de la grande racine. C'est parce que c'est pour l'instant la grande racine. Et il va y avoir deux sœurs qui vont naître, qui vont être différentes des autres. C'est Duramen et Sève, qui vont poser des questions, explorer les recoins du Roncier et qui vont vouloir sortir de ce monde-là, en fait. Elles vont tenter de s'échapper. Et mais on va les retrouver, elles vont être séparées et Sève va se retrouver seule et libre. En fait, je pense que l'autre a été rattrapé et pas Sève visiblement. Et donc elle va entamer une quête à travers les plaines et les forêts vers la racine mère à la découverte d'un monde qu'elle apprend à connaître et avec la promesse de revenir libérer sa sœur. Voilà, donc c'est un peu roman d'apprentissage aussi. Ça a l'air vachement bien. Alors, moi, je vous savez, hein, j'ai toujours peur de ce genre de truc. Ouh là là, des femmes qui vivent dans la nature. Chez moi, c'est souvent red flag. Hein. Voilà. Red flag, féminin sacré, tout ça, hein, vous savez. Mais après, je suis toujours open en fait. Je suis toujours open parce que on sait jamais ce que ça peut me présenter en fait comme idée. Donc je suis plutôt partante. Ça a l'air très très bien, voilà, à voir. C'est pas une maison d'édition très très connue, mais ouais, en tout cas ça a l'air très intéressant. Bon, il est court en plus, 208 pages. Bon. Voilà pour celui-ci. Le 5 mars toujours, on ne sort pas du 5 mars, sortira Nos amours modernes de Titu Lecoq, Guillaume Daudin, René Gressard et Stéphane Jourdain. 2 hommes et 2 femmes. Qui sortira chez l'Iconoclaste, donc c'est une BD. Hein, c'est une BD... Alors on nous dit une BD qui se lit à 2. Pourquoi pas, puisque on va parler du couple hétérosexuel. Comment le couple hétérosexuel a évolué depuis MeToo, en l'occurrence. Voilà, on va traiter des sujets donc de la sexualité, de la contraception, de l'argent, de la charge mentale, de la charge émotionnelle, de l'adultère. Donc en fait, ouais, alors il n'y a pas que, donc là on a mis les 4 auteurs, mais en fait il y a plusieurs personnes qui ont participé. Coucou ma petite Lolo, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'avais pas vue. J'espère que tu vas bien. Puisque donc Titu Lecoq, elle a réuni 3 journalistes, donc je suppose que c'est les 3 auteurs qu'on voit là, 5 chercheurs et chercheuses et 20 dessinatrices pour décortiquer toutes les facettes du couple d'aujourd'hui. Et donc ils vont dresser le portrait d'une génération en quête d'équilibre et de changement. Voilà, ça a l'air vachement bien, c'est une bonne idée. Après, ouais, Titu Lecoq, elle a déjà pas mal écrit hein, sur le couple. Mais ouais, c'est une excellente idée, je trouve. Alors bon, après 29 boules quoi, bon,
faut quand même les sortir, hein. Faut quand même les sortir. Mais bon, 288 pages, c'est quand même un bon bébé pour une BD. Voilà, je l'ai mis si ça vous intéresse. Le 5 mars, bon allez là c'est mon petit plaisir coupable, on va pas se mentir, je sais que ça va pas être de la grande littérature, mais c'est le plaisir coupable. Il s'agit de Oxford Blood. Alors ouais, on était à Cambridge, et là on est à Oxford, et oui parce que on va être dans une Dark Academia again. Donc écrit par Rachael Davis Featherstone, et ça sortira chez PKJ, donc c'est du young adulte. Et donc oui, on est totalement dans de la Dark Academia, comme j'aime, puisque on va suivre, attention, en plus, voilà, j'étais obligée de le mettre, parce que l'héroïne s'appelle Eva. Voilà, écoutez, ça m'était destiné. On va suivre Eva, qui a un rêve, c'est étudier l'anglais à l'université d'Oxford. Jusque-là, il n'y a pas de rien de très étrange. Et donc, voilà, et donc déjà, parce que Oxford, c'est l'université la plus prestigieuse, hein, du Royaume-Uni. Et en plus, c'est la clé de sa liberté. On ne sait pas pourquoi. Donc, j'imagine que certainement problème avec la famille, les parents, tout ça. Et donc, elle va aller avec son meilleur ami Georges aussi qui postule. Ils vont être invités à la semaine des entretiens. Donc, j'imagine pour poser leur candidature. Hein. Et ils vont se retrouver plongés dans une compétition, on nous dit à la vie ou à la mort, sur un forum étudiant anonyme qui s'appelle Oxleys. Le problème, déjà c'est un problème, mais le plus gros problème, c'est que un jour, Eva va découvrir le corps de Georges, donc rappelle son meilleur ami, au pied d'une statue de l'université, voilà. Donc elle sait qu'il a été assassiné, mais le truc c'est que évidemment les soupçons vont se porter sur elle, et donc elle va devoir prouver son innocence. Voilà. Et du coup en plus il y a en fond il y a cette espèce de forum, on sait pas trop ce que c'est. Bref, ça a l'air bien. Bon voilà, c'est du thriller young adulte, c'est pas, je pense pas que ça va casser trois pattes à un canard, mais on sait jamais. Et puis voilà, ça pourrait être une lecture détente en l'occurrence. Donc je vous l'ai mis. Le 5 mars toujours, allez, hein, on retrouve nos bonnes vieilles habitudes de feel good japonais. Voilà, alors cette fois, ah Lolo, t'étais en vacances? Tu reprends ton travail demain. Ok. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. Ok. Bon bah c'est cool Lolo. Bon courage. Ouais, c'est moi ou t'as encore changé de pseudo Lolo? Combien de comptes Twitch tu vas avoir? Donc, la supérette du bord de mer de Sonoko Machida. Et oui, donc cette fois, on est avec une supérette parce qu'on change toujours de magasin. Hein, rappel. On change toujours de commerce. Donc là, c'est une supérette. Il y a un chat. Bon, le cahier des charges n'est pas tout à fait rempli. Moi, je trouve que ça manque un peu de fleurs de cerisier ou de Mont Fuji. Mais il y a quand même le chat. Le chat est là, évidemment. Et donc, dans cette histoire, on va être sur l'île de Kyushu, au Japon. Et donc, bah, dans une supérette. Et en fait, dans cette supérette, on croise souvent un groupe de femmes assez âgées qui se disputent l'attention du gérant. Voilà, j'aime bien. Et en plus, on va donc voilà, en fait, on suit plusieurs personnes. On va suivre donc le manager, voilà, bah, c'est lui du coup, hein, Shiba, donc qui fait preuve d'une bienveillance rare. Et donc voilà, il a un fan club du coup, et donc les clients vont se succéder. Donc j'imagine que encore une fois, ça va être des récits de tranches de vie, de
comment améliorer ma vie et que le gérant va donner des conseils ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est du classico-classique, bien sûr. Mais on est, alors là, la petite particularité, là, c'est que on est au bord de la mer, ça change un peu, on aime bien. Voilà, donc c'est une autrice, hein, Sonoko Machida. On dit autrice japonaise renommée. Alors ça, je sais pas, parce qu'ils disent ça pour tous les auteurs et autrices japonaises, hein, donc voilà, mais voilà, en tout cas, pour celui-ci qui sortira chez Nami, tu lis en ce moment un livre japonais. Ah, d'accord. Ah oui, Akira Mizubayashi, tu l'aimes bien, lui. Tu l'aimes bien, lui. Tu sais que je l'ai toujours pas lu, moi. Il faudrait que je m'y mette. Hein. Il est bien, alors, ce livre. Voilà, donc, pour celui-ci. Et on passe, enfin, au 6 mars avec une petite BD qui va pas mal m'intéresser parce que, finalement... Je suis pas très très loin de cette période de ma vie. Il s'agit de Chaude de Élise Thiebaud et Eléa Bird qui va parler de la ménopause. Ça sortira aux éditions du Lombard. Alors Élise Thiebaud, elle a déjà fait plusieurs BD et notamment une sur la virginité. Voilà. Donc après la virginité, c'est la ménopause. Voilà, les deux extrêmes, on va dire. On peut être ménopausé en étant vierge, hein. Je pense que évidemment ça doit arriver. Ok, inattendu dans ce style. Ah d'accord, ok, très bien Lolo. C'est bon à savoir. Et donc ouais, dans cette histoire, ben voilà, enfin cette histoire, en gros c'est une BD essai hein, qui va décortiquer donc le tabou de la ménopause et les mythes qui l'accompagnent. Pourquoi en Occident, alors ça j'en avais déjà parlé, je sais plus où j'avais vu ça, mais ouais, pourquoi en Occident la ménopause est-elle considérée comme une maladie dont il faudrait guérir? Comment a-t-on découvert les hormones? Quels sont les remèdes et les traditions autour de cette période de changement, parfois appelée le deuxième printemps de la femme, que notre espèce partage avec les orques et les belugas, d'accord, très bien. Voilà, donc entre éléments historiques, anecdotes personnelles et questions scientifiques, les deux autrices offrent un récit plein d'humour, à la fois intime et universel. Et c'est une adaptation d'essai, je l'avais pas vu ça. Donc Élise Thiebaud, elle avait écrit un essai sur la ménopause qui s'appelle « Ceci est mon temps », sorti aux éditions du Diable Vauvert. Et donc voilà, c'est adapté maintenant en BD. Donc Eléa Bird en fait fait les illustrations. Voilà, ça a l'air bien. Ça a l'air super intéressant. Et en plus, là, pour le coup, alors après, elle est très courte, elle fait que 96 pages, mais elle n'est pas très chère. Voilà, 16 €, ça va. Ensuite, le 6 mars, toujours, sortira un essai. Encore un essai féministe, évidemment. Méfiez-vous des hommes qui se disent féministes, de Flora Souchier. Et oui, et oui, et oui. Ça sortira chez Seuil. Donc... dans cette histoire, enfin dans cet essai plutôt, alors ça part un peu d'un récit, puisque donc on va suivre une narratrice qui est dans une ZAD et il y a un homme qui va fondre en larmes dans ses bras derrière une barricade en feu. Et va alors s'amorcer pour elle un lent glissement vers l'emprise et le déni. Voilà comment imaginer qu'on est une proie d'un homme si sensible qui se dit féministe. Et du coup, voilà, ça part de ce postulat-là. Et en fait, elle va expliquer, donc avec des témoignages, et des exemples, des illustrations diverses. Illustrations, pas dans le sens dessin. Hein. Elle va voilà, analyser en fait la difficulté qu'elle rencontre à faire exister cette réalité-là en fait, de dire que en fait on fait confiance aux hommes qui se disent féministes alors qu'on ne devrait pas. Voilà, donc ça a l'air super intéressant. Alors je sais pas si elle va parler des performative male. Hein. Mais ouais, j'aime bien cette thématique. Voilà, donc petit essai. Voilà.
Clairement, les mecs qui se autoproclament féministes et donc qui parlent à la place des femmes au lieu de juste se taire et écouter quand on leur parle de féminisme, c'est red flag, hein, c'est red flag, clairement. Voilà pour ce petit essai de Flora Souchier qui sortira donc chez Seuil. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un piquier. Parce que leur dernière sortie me hype pas plus que ça. Ça tournait beaucoup autour de la bouffe. Enfin, je sais pas. J'étais pas de ouf. Mais là, ça m'intéresse pas mal. Il s'agit de Teruko et Louis de Areno Inoue. Et en fait, on va suivre deux femmes de 70 ans. Deux septuagénaires. Parce que pourquoi pas. Qui s'appellent donc, comme le titre l'indique, Teruko et Louis. Qui sont les meilleurs amis du monde. Et en fait, un jour, moi j'aime bien cette idée-là, mais un jour, elles vont entreprendre une évasion d'un foyer pour seniors, en fait. Voilà. Elles vont s'échapper de là. Alors, je crois qu'elles sont pas toutes les deux dans un foyer. Je crois qu'il y en a une qui est dans une maison avec un mari et l'autre qui est dans une maison de retraite, quoi. Mais les deux vont s'échapper ensemble. Ça a l'air trop bien. Et donc, ça va être dans un road trip à travers le Japon, sachant qu'elles n'ont pas de thunes en plus. Et ouais, ça va être un peu un Selma et Louise, mais version japonaise et version septuagénaire. Ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vachement bien, je trouve. Parce que je pense que ça va pas mal, à mon avis, ça va parler de la condition des femmes, ça va parler de la condition des personnes âgées au Japon. On rappelle que au Japon, on considère qu'il faut à tout prix respecter ses aînés. Voilà, si t'es plus jeune que quelqu'un, en gros, t'as pas ton mot à dire, quoi. Sauf que en vrai, ils vivent dans une précarité extrême, hein, les personnes âgées au Japon. Du coup, ouais, ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, donc je vous l'ai mis, le dernier piquier. Ensuite, on passe au 11 mars avec la sortie de And the River Drags Her Down. Putain, pourquoi vous avez pas mis le titre en français? Ça m'aurait arrangé, plutôt que vous dire ça avec mon accent de merde. De Yoon Ji-yoon, donc autrice coréenne. Ouais, je vous avais dit qu'il y aurait pas mal de romans japonais et coréens dans cette sélection. Et on est avec young adulte, mais surtout avec un roman d'horreur. Et ça me plaît beaucoup. Donc, dans cette histoire, t'as lu 2 livres très bons. Celle qui fugue de Cécile Lily. Ah oui, j'aimerais bien lire cette autrice. Ouais, Un simple dîner. Il me tentait bien celui-ci. Un simple dîner. Ok, bah c'est cool. Donc dans cette histoire, on va suivre Sujin qui a la possibilité de ressusciter les êtres, sauf que il y a une règle en fait qui s'applique. Elle ne peut rien ressusciter qui soit plus grand que la paume de sa main. Donc elle a toujours globalement des insectes, des rongeurs, ce genre de choses. Elle a toujours respecté cette règle jusqu'au jour où sa sœur aînée, qui s'appelle Mireille, va être retrouvée noyée dans la rivière. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait un peu cimetière. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va décider de la ressusciter. Donc, les deux sœurs sont ravies d'être réunies, de pouvoir passer du temps ensemble, etc. Mais le problème, c'est que Mireille doit se cacher du monde parce qu'elle est censée être morte. Voilà, et un jour, elle va se lasser d'être cachée et en plus, elle va devenir agitée et affamée. Et voilà, elle va de plus en plus s'éloigner de ce qu'elle était avant sa mort. Et elle va même disparaître pendant des jours entiers et il va y avoir une série d'événements paranormaux et inquiétants. Et donc, Sujin
c'est que sa sœur est derrière tout ça, voilà, parce qu'on ne ramène pas impunément un humain d'entre les morts. Voilà, bon, forcément, j'étais obligée de le mettre, bon, déjà parce que c'est coréen, mais en plus, ça fait vraiment cimetière des os, hein. Ça fait quand même totalement cimetière. Et en plus, voilà, en plus, apparemment, c'est l'adaptation d'une ancienne légende de Corée. Voilà. Voilà. Alors, a priori, ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe, même si elles ont des noms coréens, c'est des coréennes d'origine, mais ça se passe aux États-Unis. Voilà, j'aurais dû le rajouter, mais parce que je viens de voir à la fin dans la petite explication du truc. Mais voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Voilà, je suis curieuse de savoir ce que c'est que cette légende de Corée là. Me tenir droite de Denis Soula. D'accord, ok. T'es pas obligé d'écrire en majuscule, hein, Lolo. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de monde qui parlait dans le chat. Hein. Du coup, je ne peux que te voir. Ok, d'accord, bon, c'est cool hein, si t'as adoré ces livres. Tant mieux. C'est bien que tu lises toujours, du coup. Voilà donc pour celui-ci. Ça a l'air trop bien. Le 11 mars, toujours, sortira Une bonne épouse d'Ingrid Desjours aux éditions HarperCollins. Alors, Ingrid Desjours, ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas sorti de livre, ou alors elle été passée dans des trucs peut-être un peu plus contempo ou feel good, je sais pas, des trucs je me rappelle plus, hein, je dis ça peut-être un peu au pif, mais en tout cas, ça faisait longtemps ah oui, si, c'est vrai, elle avait écrit Retenir l'hiver et tout, ouais, donc voilà, elle écrivait plus de... Et ça faisait, même quand elle a écrit celui-là, ça faisait très longtemps qu'elle avait plus sorti de livre. Alors qu'elle écrivait pas mal de thrillers. Et alors là, en plus... Ouais. Et alors là, en plus, ça a l'air trop bien. Alors, Ingrid Desjours, elle a toujours été féministe, mais elle a jamais vraiment mis son féminisme dans ses romans. C'est un truc que j'ai souvent déploré. Alors, je pense que c'est parce que à l'époque, elle écrivait il y a une dizaine d'années. Je pense que c'était avant MeToo, donc ça se faisait pas forcément, et je pense qu'elle voulait pas prendre ce risque-là en fait de pas être édité parce que c'était un peu mal vu, voilà. Mais maintenant que ça passe très bien le féminisme dans les romans, du coup elle s'est dit vas-y, let's go. Non, ça a l'air bien parce que ça va parler des tradwives. Alors les tradwives, c'est ce mouvement en fait de femmes. Alors c'est surtout aux États-Unis, mais il y en a aussi en France, hein, qui veulent revenir un peu aux années 50, aux années 50 bourgeoises, hein, précisons-le, parce que clairement, les femmes du peuple des années 50, elles restaient pas à la maison pour s'occuper de leur mari, elles allaient à la mine et puis c'est tout, quoi. Bref, en tout cas, là... donc ouais, c'est les tradwives, en fait, c'est un mouvement de femmes qui veulent revenir à l'ancienne, quand la femme restait à la maison et donc s'occupait du mari, des enfants, etc. Et donc faisait la cuisine, voilà, enfin vraiment le truc très typique, très années 50 bourgeoise, hein, vraiment, surtout très américain en vrai, hein, voilà. Et donc dans cette histoire, on va suivre Alice, qui a 30 ans, qui est parisienne, à qui on a enlevé la garde de sa fille. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. On va savoir, j'imagine, dans le livre. Et un jour, donc elle est au bout du rouleau, du coup, hein, forcément. Et un jour, elle va voir une publicité pour une retraite. Bisous Lolo, bonne soirée, bonne nuit, merci d'être passé. Elle va voir une publicité pour une retraite dans un lieu enchanteur en pleine montagne, présenté comme une promesse de renouveau. Donc c'est cher, mais de toute façon, elle n'a rien à perdre et elle se dit, peut-être que ça me ferait du bien, un peu de me réfugier, voilà, dans un endroit comme ça, pour me retrouver, voilà. Et donc elle va se reconstruire. Ah ok, cool, c'est marrant parce que je parlais d'Hitchcock tout à l'heure.
Un bon film, du coup. Donc voilà, et du coup, au fil des jours, ouais, elle va se reconstruire un peu grâce à ça. Et un jour, il va y avoir une petite soirée dans un bar local de l'endroit où elle va rencontrer Marcel, qui est plutôt charmeur. Et ouais, ils vont avoir une idylle et elle va s'installer avec lui dans un village un peu coupé du monde, hein, qui s'appelle la Fosse aux Anges. Et donc elle va accepter, sauf que évidemment elle va se rendre compte que ce village n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît, et que les femmes sont pas si heureuses. Voilà. Et donc voilà, ça nous dit qu'elle revisite le mouvement Tradwife, un thriller glaçant où les apparences se fissurent au rythme des révélations. Ça a l'air trop bien. Voilà. Celui-là, très très envie de le lire aussi, très très envie de retrouver Ingrid des jours, avec un truc un peu féministe, hein, ça va faire du bien. Donc ça a l'air quoi? Oui, les oiseaux, il est trop bien, les oiseaux d'Hitchcock. Ça a l'air très cool, voilà pour celui-ci, donc qui sortira chez HarperCollins dans leur collection noire. J'aime beaucoup la couverture. Le 11 mars, toujours, alors là j'aime pas la couverture, mais c'est les couvertures thriller de chez De Noël, là c'est un peu chaud. Sortira Fair Play de Louise Hegarty aux éditions De Noël, donc je viens de le dire. Alors, ça a l'air pas mal du tout, ça a l'air très intéressant, puisque donc on va suivre Abigail, qui tous les 31 décembre organise une fête pour l'anniversaire de son frère. Alors moi j'aime bien, parce que moi j'ai mon chéri qui est né le 31 décembre, mais voilà. Donc là c'est son frère. Et à chaque fois, en fait, elle redouble d'imagination. Ouais, c'est clair, c'est très moche. Elle redouble d'imagination pour trouver des idées de fêtes, en fait, de festivités, chaque 31 décembre. Et cette année, elle va décider de faire une murder party avec une ambiance années folles, donc les années 20. Hein. Donc murder party, c'est un peu jeu de rôle, vous savez, où il faut trouver qui a tué qui, tout ça, machin. C'est un peu comme le loup-garou, mais en version scène de crime, quoi, on va dire. En plus, voilà, elle a réservé un immense manoir pour l'occasion. Donc, putain, visiblement, Abigail a de la tunasse, hein, voilà. Donc, tout se passe super bien. Et voilà, la soirée est géniale. L'assassin de la murder party est démasqué. Tout va bien. Tout le monde va se coucher. C'est super. Fête parfaite d'Abigail. Sauf que, évidemment, vous vous en doutez, le lendemain matin, on va retrouver un mort. Et oui, sinon c'est pas drôle, un convive qui va être retrouvé mort dans sa chambre. Et on va appeler un détective assez connu pour mener l'enquête. Tout le monde est suspect. Et voilà, donc vraiment typical whodunit. Hein, j'en avais parlé il y a quelques temps. Un peu à la Agatha Christie, en plus en huis clos dans ce manoir. Mais moi, alors voilà, vous allez me dire, oui, bon, c'est pas très original. Mais bon, moi, la phrase qui m'a plu, pourquoi je l'ai mis dans ma sélection, c'est que on nous dit Louise Hegarty révolutionne le whodunit et se joue des codes du genre avec une grande intelligence. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire que du coup, voilà, elle est partie d'un truc ultra basique pour casser un peu les codes. Donc je me dis, si c'est à la hauteur de ce qui est présenté, ça peut être super intéressant. Voilà, moi j'ai très envie de découvrir ça. Alors je pense pas, je vais clairement pas l'acheter grand format neuf là, parce que déjà il est moche. Et puis bon, voilà, pour ce synopsis là, voilà. Mais quand il sortira en poche ou alors en e-book, voilà, ça peut m'intéresser. Voilà pour celui-ci. Le 11 mars toujours, allez, on retourne dans nos cosy japonais, enfin nos feel good plutôt japonais, avec la librairie des cerisiers en fleurs. Alors là, non mais là, c'est bon.
Là, même dans le titre, ils ont mis tout le cahier des charges. Il manque plus qu'un chat dans le titre, c'est bon. Donc de Takuya Asakura, qui sortira chez HarperCollins. Donc là, on est avec la librairie classique. Alors classique, là ils ont fait classique. Ils n'ont pas été chercher un truc, un commerce original. Le classico librairie. Mais librairie des cerisiers en fleurs, parce qu'il fallait aller au bout du cliché. Clairement. Moi, je trouve... Franchement, je sais pas si c'est le titre original. Mais si c'est pas le titre original, franchement, pardon, c'est limite raciste, quoi. Vraiment. Parce que vraiment, c'est abusé, quoi. La librairie des cerisiers en fleurs. Coucou Rose, comment ça va? J'espère que tu vas bien. T'arrives au bon moment où on se moque un petit peu des feel good japonais, voilà, adaptés en France. Alors en plus, pour aller au bout du cliché sur Amazon, ils ont marqué « Si vous avez aimé Tant que le café est encore chaud, vous allez adorer ce feel good japonais. » Mais genre, c'est bon, c'est la référence maintenant, Tant que le café est encore chaud, ça va, Bon, je le mets quand même, vous allez dire, pourquoi tu le mets si ça te saoule? Oui, mais bon, après, moi, ce qui me saoule, c'est pas tant les romans en soi, c'est plutôt la façon dont c'est plutôt le marketing français qui me gêne, voilà. C'est vraiment le marketing français me saoule au plus haut point. Et oui, franchement, moi je trouve c'est limite raciste en réalité, parce que c'est trop, il y a tout. Alors là, voilà, là, pour le coup, bah oui, là forcément il y a les cerisiers en fleurs, hein, puisque c'est dans le titre. Donc il y a le chat, bien sûr, voilà, toujours le chat. Et donc il y a les livres, parce que bah, c'est une librairie, donc évidemment. Mais ouais. Après voilà, si c'est le titre original, oui, mais si c'est le titre et le... je me renseignerai. J'aurais dû le faire, mais je me renseignerai. Parce que franchement, voilà, désolé, mais ça me saoule un peu. Mais bon, voilà, après, voilà, je me fais toujours avoir par ce truc, hein. Sakura Matsu, cette librairie-là. D'accord. Alors, Sakura, c'est vrai que Sakura c'est fleur de cerisier. Donc, à la limite, bon, bah... Ah, ok, bon, ça va, j'ai rien dit. On va dire que ça passe. Du coup, The Vanishing Cherry Blossom, oui, bon, bah, évidemment, pareil. Voilà. Donc, oui, bon, bah, bien sûr. Alors, ouais, par contre, moi, ça me fait rire, c'est que du coup, les cerisiers en fleurs, c'est genre 2 mois dans l'année, hein, même pas. Du coup, le reste du temps, comment ça se passe? C'est comme les magasins de Noël. Ouais. Bah, Sakura, c'est fleur de cerisier aussi, donc au final... Après, ah oui, alors Sakura... En fait, en même temps, bon, le mec de base... En fait, l'auteur, c'est un homme, hein, l'auteur de base, il s'est dit, vas-y, je veux vendre à l'international, je vais tout mettre. Non, parce que, en fait, Sakura, c'est le prénom de la propriétaire de la librairie. J'ai rien dit, du coup. Ok, c'est pas la France, là, le souci. Ah putain, donc on est dans un endroit, il y a des cerisiers en fleurs. La librairie s'appelle Les Cerisiers en fleurs. Et la propriétaire s'appelle littéralement Fleur de Cerisier. Moi j'en peux plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. À un moment... J'ai plus les mots. Oui, du coup oui, c'est la librairie de Sakura. Et Sakura, voulant dire Fleur de Cerisier. Donc voilà, et donc le chat existe bien dans l'histoire, hein. C'est une chatte calico qui s'appelle Kobako. Et donc, bon voilà, évidemment, y a pas mal de gens qui viennent là pour trouver un petit peu de réconfort. Et donc, bon, classique. En fait, j'aime bien parce qu'ils s'emmerdent même plus à écrire des synopsis maintenant. Genre, bah voilà, c'est un endroit où les gens viennent pour trouver du réconfort, ils vont raconter leur life et on va leur donner des tips, hein, pour améliorer leur vie, et voilà. Ouais, ça vendait moins la librairie de Sakura Matsu, on est d'accord. Voilà.
Donc, Takuya Asakura, l'auteur, il a remporté le grand prix This Mystery is Amazing en 2002 pour son roman Yokakan no Kiseki, donc il n'a pas été traduit en France, mais qui a été adapté au cinéma. Mais du coup, alors, est-ce que c'est un truc un peu polar? C'est possible avec un nom de prix comme ça. Et il est aussi traducteur, et il a notamment traduit La bibliothèque de minuit de Matt Haig en japonais. Voilà, sachez-le. Ouais, ça commence à être redondant, on est d'accord, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, écoutez. Après, moi, j'avoue, même moi, non, je me fais tout le temps avoir, mais même moi, je commence un peu à en avoir marre. Parce qu'après, bon, c'est toujours un peu la même chose. Alors maintenant, j'en lis que quand il y a vraiment une histoire originale dedans. Ou qu'on suit la même personne. Mais quand c'est des récits tranches de vie, comme ça y est, je pense que j'ai un peu fait le tour. Donc oui, c'est pour la rigolade, oui. Mais voilà. Allez, ensuite. Passons à la suite. Avec donc le 11 mars, allez, on l'attendait celui-là aussi, le nouveau Chloé Thibault, Pourquoi les hommes ont peur des femmes, sous-titré La fabrique culturelle de la misogynie. Ça sortira aux éditions Les Insolentes. Rappelez-vous, hein, Chloé Thibault, elle avait écrit Désirer la violence, qui était un excellent TC, notamment sur le fait qu'on idolâtre un peu les hommes toxiques dans la fiction, et d'une façon générale qu'on romantise beaucoup les violences dans la fiction. Et donc là, elle va s'attaquer. Alors, elle va rester dans le domaine de la pop culture. Sauf que, ça va, en fait, elle va faire le pendant inverse. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans le Désirer la violence, elle s'intéressait, elle analysait la romantisation des hommes violents. Et dans Pourquoi les hommes ont peur des femmes, elle va s'intéresser à la diabolisation des femmes dans la pop culture. Voilà, donc c'est le pendant inverse. Donc voilà, pourquoi est-ce que on dépeint dans la violence très souvent les femmes comme manipulatrices, castratrices, voilà, des monstrueuses ou inquiétantes, qu'elles soient petites filles comme dans Shining, ou qu'elles soient adultes, ou qu'elles soient vieilles comme dans Blanche-Neige, hein, voilà. Ouais, c'est super intéressant. Ah oui, bah oui, ah oui, tu m'étonnes, Karine. Donc voilà, du coup, elle va s'intéresser un petit peu à tous les archétypes comme ça des femmes dans la pop culture, et qui mènent, du coup, on le sait, hein, on est beaucoup influencé par la pop culture, et du coup, ça rajoute un peu de l'eau au moulin des misogynes. Ils disent, regardez, les femmes sont toutes méchantes, c'est bien connu, parce qu'on le voit, voilà, on le voit dans les films, hein, notamment. Voilà. Donc, ouais, ça va être... Ah bah oui, il faut que tu lises le premier, c'est clair, Karine. Donc ouais, celui-là, très très envie de le lire, hein, bien sûr. Il va aller dans la wishlist aussi, hein, évidemment. Voilà. On nous dit, et si la peur des femmes était avant tout une stratégie politique? Que gagnent les hommes à les faire passer pour des sorcières, des hystériques ou des ex-folles? Derrière chaque fille d'horreur, ne se cacherait-il pas l'angoisse masculine de voir les femmes échapper au contrôle patriarcal? Complètement. Mais de toute façon, de base, dans la fiction, hein, on le sait, la métaphore de la sorcière, même la métaphore du serpent, du dragon et tout ça, ça représente les femmes indépendantes, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc bon... Ah bah oui, lisez-le les filles, il est trop bien, Désirer la violence. Et celui-là, je sens qu'il va être très très bien aussi. Voilà. Ensuite, le 11 mars, toujours... Oh, putain, j'ai l'impression que je m'en sors pas là. Sortira... Il y en a trop. Sortira Spécimen de Pauline Clavière aux éditions Grasset. Alors celui-là, il m'a un peu intriguée. Notamment parce qu'il est en cours d'adaptation. Je sais pas si c'est en film, mais je pense que c'est en film.
Et ouais, les thématiques sont un peu intrigantes, on va dire. Dans cette histoire, donc on va suivre la narratrice qui est une mère, on ne sait pas son nom visiblement, qui va déposer son fils chez sa nourrice pour avoir du temps pour écrire. Donc voilà, et sa nourrice elle-même vit seule et elle a aussi un enfant un peu plus âgé que son fils, que le fils de la narratrice, je veux dire. Mais un jour, il va disparaître. Bon, le synopsis est un peu raconté bizarrement, donc j'essaye de décrypter un peu. Hein. Il va disparaître et laisser un mystérieux carnet. Et la narratrice, en découvrant le contenu de ce carnet, va être bouleversée. Donc c'est le fils qui a de la... C'est pas le fils de la narratrice, pardon, c'est le fils de la nourrice qui disparaît. La narratrice va être bouleversée. Et donc des souvenirs vont refaire surface. Et elle va se rappeler notamment, ouais, je sais pas comment tout ça est lié, mais elle va se rappeler d'une amie d'enfance qui a disparu 25 ans auparavant. Et du coup, on va découvrir, voilà, on va être sur 2 temporalités. Et au présent, on va découvrir notamment l'histoire de Raphaël, le fils de la nourrice. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais j'étais intriguée parce que on nous dit jusqu'où irions-nous pour protéger nos enfants et de qui. Donc on est à Marseille, voilà, et on nous dit entre nos mains le roman d'une enquêtrice au-dessus de tout soupçon. Vous ne dormirez plus avant de savoir qui est vraiment le spécimen. Voilà, donc c'est un peu décousu tout ça, mais je suis ultra intriguée, surtout que c'est pas un... Si ça avait été un thriller, j'aurais dit oui, bon, ça sent le thriller domestique, voilà. Mais là, c'est du contemporain. Et du coup, je suis... Voilà, je suis assez étonnée et assez vraiment curieuse là pour le coup. En plus, il va être adapté en en film, a priori. Donc voilà. Voilà. Je suis très curieuse de celui-ci. Toujours le 11 mars, oui, il y a aussi une vague le 11 mars, sortira Tous leurs secrets de John Mars, porte bien son nom pour le coup, qui sortira aux éditions City. Alors celui-là, je l'aurais pas mis si c'était pas John Mars. Parce que John Mars, j'avoue que j'avais vraiment beaucoup aimé son premier roman qui était... Ah merde, j'ai oublié. Hamster, ouais, c'était ça. Après, j'avais un peu moins aimé le deuxième, là, sur les voitures autonomes, là, je sais plus comment il s'appelait. Mais bon, celui-là, voilà, why not? Enfin, c'est surtout que, en fait, c'est pas tant l'histoire qui me titille. Oui, la vie de Freda, oui, bon, bah, c'est City, évidemment qu'ils ont mis la vie de Freda McFadden, bon. On s'en fout, quoi. Osef, pour le coup. Non, c'est surtout que là, ça implique une maison, voilà. Voilà. Là, il y a une maison qui est au centre de l'histoire. Donc, forcément, ça m'intéresse. La dernière fois que j'ai lu un roman sur une maison, j'avais adoré. Alors que c'était un truc Charleston, je crois. Et que personne ne l'attendait, pour le coup. Donc là, je me dis, oui, ça pue du cul parce que c'est City. Mais en même temps... Voilà. Donc, dans cette histoire, on va suivre un couple... truc classique, un couple qui va visiter une vieille bâtisse victorienne à l'abandon dans le but de l'acheter pour en faire donc la maison de leurs rêves. Évidemment, Mia est enceinte. Oh là là, vraiment le début du truc, c'est vraiment typical film d'horreur du couple qui va acheter la vieille. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils veulent toujours acheter des vieilles baraques immenses pourries? Ça doit être un enfer à retaper et ensuite à chauffer. Ça doit être trop des passoires thermiques, le truc. Mais non, mais bon, ils kiffent. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Et ils vont donc lancer des travaux. Mais au fil des travaux, ils vont découvrir des détails inquiétants.
Notamment une pièce secrète qui a été condamnée, une inscription sur une plainte qui dit « Je dois les sauver du grenier ». Et en plus, évidemment, truc classique aussi, Mia va découvrir que des années auparavant, il y a eu des meurtres qui ont été commis dans cette maison. Et donc, ben voilà, hein, qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est ultra classique, j'avoue, je me fais trop avoir, enfin je me fais trop avoir, je vais pas l'acheter, je vais pas me précipiter pour l'acheter. Surtout qui va être disponible en audio, peut-être je vais me le faire en audio. Mais ouais, ça, voilà, je suis quand même bien curieuse. Voilà. Ça me dit bien cette histoire. Bon, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Alors, j'aime bien parce qu'il y a Freda McFadden, il y a Andrea Maha, voilà, et toutes les autrices de chez City qui commentent, bien sûr. Hein. À croire que... En fait, ça moi, c'est un truc qui me bute à chaque fois, parce que je me dis, mais attendez, quand t'es... Non seulement t'es autrice, tu travailles pour cette maison d'édition en tant qu'auteur, mais en plus, on te fait bosser aussi en tant que... que critique littéraire, quoi, globalement, que c'est vraiment ça. Alors attendez, donc du coup, vous allez lire les livres de tous vos collègues et vous allez donner votre avis dessus. Mais putain, je dois déjà écrire mon propre livre, j'ai pas envie de lire les livres de tous mes collègues, là. Pas chier. Ça fait vraiment ça, quoi, à chaque fois. C'est toujours, dans toutes les maisons d'édition, t'as ça, quoi. T'as les collègues qui font des commentaires. Ah putain. Ah, t'as raison, c'est vrai, Mara, elle est pas chez... J'ai rien dit. T'as raison, elle est pas chez City, elle est chez Mera. Oui, t'as raison, effectivement. Bon, bah, j'ai rien dit. Ah bah, en plus, alors, bah, c'est pire. Ça veut dire qu'elle lit les livres des maisons d'édition opposées. Non, je rigole. Enfin, concurrente, j'allais dire, plutôt. Bref, voilà, en tout cas. Alors, on passe au 12 mars, putain. Vous allez me dire, putain, on est qu'au 12 mars. Bon, après, en vrai, ça va se réduire. Hein. Alors là, bah, c'est un poème. On va pas se mentir. Tu crois qu'elle lise vraiment les bouquins? Non, en vrai, je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas. Ou alors, c'est juste parce que, tiens, elles ont eu envie de lire celui-là. Et puis, du coup, ben voilà, elles peuvent commenter. Mais bon, je doute qu'elles lisent tous les romans de leurs collègues pour pouvoir faire une critique dessus. Hein. Donc, c'est un poème qui s'appelle En héritage, il t'en reste moins de 10, oui, merci, t'as compté du coup, qui s'appelle En héritage, écrit par Elisabeth Acevedo, et traduit par Laurent Safou, qui est une autrice assez connue hein, en France. Donc ça sortira chez Nathan. Alors Elisabeth Acevedo, j'ai déjà lu des livres d'elle, d'ailleurs, et c'est vrai qu'elle aime bien écrire en vers libre, dans ses romans, mais là on est vraiment dans un poème, alors un poème illustré en l'occurrence, donc il fait 48 pages. Ah ouais, putain, GG, ok. Où elle va parler, donc c'est un poème sur les cheveux afro-descendants. Voilà. De la honte héritée au premier geste de défrisage, des regards pesants aux tentatives désespérées de rentrer dans la norme, elle va retracer donc le parcours douloureux mais libérateur d'une femme qui apprend à embrasser sa beauté naturelle. Voilà, donc voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Donc récit un peu d'émancipation, hein, voilà, sur effectivement le pouvoir hein, du cheveu noir en fait. Hein, qui a donné lieu à d'autres histoires hein, autour de ça. Mais voilà, ça a l'air très intéressant, donc je vous l'ai mis. Ah oui, j'avais oublié les illustrations de Andrea Pippins. On passe... non, on reste le 12 mars. Alors, celui-là, je l'attends aussi. Donc, Femme qui court dans la montagne de Yuko Tsushima, qui sortira aux éditions La Croisée. Vous savez, vous connaissez maintenant mon amour pour cette maison d'édition. Et là, en plus, c'est une autrice japonaise. Que demande le peuple? Voilà. Et donc là, on va être en 1980 à Tokyo, où on va suivre Takiko, qui est une jeune femme qui est enceinte
Elle va accoucher au petit matin dans l'hôpital le plus proche. Le problème, c'est que sa grossesse, c'est le fruit d'une liaison avec un collègue marié et la source d'une terrible honte pour ses parents. Donc Takiko se retrouve seule avec son enfant et va découvrir donc la maternité et la difficulté d'être une mère célibataire dans ce Tokyo des années 80. Et donc voilà, c'est aussi un récit initiatique et d'émancipation, là en l'occurrence, puisque bah voilà, Yuko Tsushima va parler de la condition des femmes au Japon. Alors je crois que c'est un vieux roman pour le coup, c'était vraiment un roman des années 80, si je me trompe pas, et qui est édité pour la première fois en France. Donc ça c'est cool. Voilà, donc... Oui, je me suis pas trompée cette fois, Rose. Bah, en vrai, c'était la première fois, je crois, que je me trompais sur cette date-là. Mais bon, c'est pas la première fois que je me trompe, que je fais des coquilles, pour le coup. Voilà, donc... ouais, pas deux fois les mêmes erreurs, exactement. Enfin, si, des fois, je fais deux fois la même erreur. Mais bon, là, en l'occurrence, première chose que j'ai faite, c'est... Putain, je veux bien modifier le mois. Voilà, donc ça a l'air super, ça a l'air super intéressant. Voilà, puis la croisée, bon... Voilà, très très envie de lire celui-ci. Ouais, il y a pas mal de romans japonais un peu en plus divers et variés, je trouve, donc c'est cool. Voilà, il faut pas dire. T'es gentil. Ensuite, on passe au 13 mars et cette fois on va en Corée du Sud. Et oui, parce qu'il y en a quelques-uns aussi. Avec la sortie de Holy Boy de Lee Hee-ju qui sortira aux éditions Verso. Et donc l'autrice sera présente au quai du Polar en l'occurrence. Ça j'ai très très hâte pour le coup, donc je l'achèterai à ce moment-là. Et bon bah oui, là forcément il y a tout pour me plaire puisque c'est un thriller, Corée du Sud, et en plus ça parle de K-pop. C'était forcément pour moi. Donc, dans cette histoire, on va suivre 4 jeunes filles, jeunes femmes, quoique femmes, je sais pas quel âge elles ont en fait, pas précisé, 4 femmes, en tout cas, qui vont décider d'enlever leur idole, en fait, qui est, je pense, membre d'un groupe de K-pop, visiblement, qui s'appelle Yosep. Et donc voilà, c'est évidemment des fans, ce qu'on appelle des sasaeng, les sasaeng, c'est des fans qui sont un peu psychopathes, qui vont traquer, stalker leurs idoles, quoi. Bisous Rose, bonne soirée, bonne nuit, merci d'être passée. Et donc voilà, vont décider d'enlever leur idole. Et elles vont le séquestrer dans un manoir isolé. Et en fait, leur but, c'est de le conserver sous leur emprise. Sauf que le truc, c'est que en fait, elles vont se rendre compte que bah, c'est pas l'ange qu'elles pensaient qu'il était. Voilà, parce que forcément, on voit toujours les idoles de K-pop comme les gendres idéaux, voilà, c'est les princes charmants, tout ça, machin. Mais visiblement, là, ça va pas être le cas. Et du coup, ben, leur plan se délite un peu et ben, elles vont devoir se battre pour préserver leur secret. Et voilà, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus, mais voilà, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Et donc oui, je l'achèterai forcément. Plongée exaltante dans la face la plus sombre de l'obsession. Voilà, moi j'aime bien le truc misérie à la sauce K-pop. Bon. Faut toujours qu'il y ait des comparaisons avec Stephen King, sinon c'est pas drôle, bien sûr. Voilà. Mais bon, ça a l'air cool en tout cas. Voilà pour celui-ci. Alors, on passe directement au 19 mars avec la sortie de Pilule Noire de Julien Chavannes. Et alors là, ça a l'air très intéressant. Pour le coup, pardon. Je tape dans le micro. Ça sortira chez Plomb. Et ben là, on va parler des incels. Et oui, ça va être très très bien.
puisque donc on va suivre Vincent qui a 24 ans, vit seul, enfermé dans son appartement devant son écran d'ordinateur. Il s'appelle, alors voilà, il a comme pseudo sur les internets Dark Vincel. Quel jeu de mots. Et en fait, bon bah voilà, on comprend qu'il va un petit peu sombrer dans cet environnement voilà, des incels, de la misogynie, hein, voilà, sur les forums, sur les réseaux sociaux. Et on va suivre en parallèle Émilie, qui se méfie des hommes depuis l'enfance. Et c'est pour ça qu'elle en a fait un de ses sujets de recherche. Elle est doctorante en anthropologie à l'EHESS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et elle lutte contre un sérieux syndrome de l'imposteur, tiens, on y revient. Et les multiples angoisses que lui inspire à l'époque. Et elle va en fait trouver un refuge auprès de féministes qui sont colleuses dans la rue, voilà, qui dénoncent les féminicides. Et pour nourrir sa thèse qu'elle va consacrer à la manosphère, hein, ce qu'on appelle la manosphère, donc c'est tous les sites masculinistes, hein, voilà. Elle va décider de s'inscrire sur un forum masculiniste, hein, donc. Et donc elle va prendre un pseudonyme qui s'appelle Forever Alone. Donc en fait elle va enquêter sur le terrain. Mais en fait c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'a fait pour le coup dans la vraie vie Pauline Ferrari, hein. Donc quand elle a écrit son essai Formé à la haine des femmes, elle a aussi créé des faux profils comme ça de mecs pour voir en fait jusqu'où allait l'algorithme. Au début genre c'était vraiment des trucs de base, et en fait plus ça allait et plus l'algorithme l'emmenait dans des trucs de plus en plus bressons en fait, hein, voilà. Et donc là voilà pareil, donc là mais sauf que là c'est un roman, hein, mais du coup voilà Émilie elle s'infiltre sur les forums incel et elle va se mettre à échanger avec donc le fameux Vincent Dark Vincel. Et voilà, donc et en fait elle va découvrir que ce jeune homme se prépare peut-être au pire. Ça a l'air trop bien. Et c'est un homme qui écrit. Bah oui, pourquoi pas, un homme peut très bien effectivement dénoncer la masculinité toxique, hein. Bon voilà, j'espère que ce sera mieux travaillé que Féminicide, hein, de Pascal Engman, que voilà, on était toutes enthousiastes parce qu'on était persuadé que ça allait vraiment parler des incels et tout, et en fait c'est très ledge, et au final c'est pas vraiment politisé, alors que là ça a l'air vachement plus politique pour le coup, donc voilà, ça a l'air très très bien, j'ai très très envie de le lire celui-ci. En plus il est pas très cher, 19 €. Donc ça, oui d'ailleurs j'ai mis 19,90, non c'est 19 tout court, pardon. Pourquoi j'ai mis 19,90? Peut-être parce que c'était celui d'avant. À tous les coups, j'ai pas changé le titre, bah oui, évidemment. Voilà, c'est 19 € tout court, hein. Donc il est pas très cher. Ouais, il fallait que je fasse une coquille à un moment. Et ça va, c'est une coquille, ça va, petite coquille. À 90 centimes près, ça va. Voilà donc pour celui-ci. On saute directement au 26 mars avec la sortie d'Alice de Christina Henry. Aux éditions 404, et on va être sur une réécriture horrifique d'Alice au Pays des Merveilles. Alors je suis pas forcément fan d'Alice au Pays des Merveilles, mais bon celui-là je crois que c'est un livre qui a... Ouais, la couve est trop belle. Je crois que c'est un livre qui a pas mal fait parler de lui en VO, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Bon voilà, après c'est une meuf. Bah après c'est une collection qui font des réécritures de contes d'une façon générale, et notamment Christiane Henry aussi en a fait d'autres, donc voilà. Donc là dans cette histoire on va suivre Alice qui a 26 ans, qui a été agressée par un homme qui est surnommé Lapin, tiens donc, comme par hasard. Et en fait elle a une perte de mémoire et elle est dans un hôpital psychiatrique. Bon, c'est pas trop... Voilà.
Et un jour, il va y avoir un incendie qui va embraser cet hôpital psychiatrique et elle va se retrouver plongée dans les tréfonds de la vieille ville, qui est un labyrinthe sordide. Elle va être accompagnée de Hatcher, qui est un tueur en série amnésique aussi, visiblement. Hein, voilà, donc il devait être enfermé dans le même, enfin interné dans le même truc. Et donc ils vont devoir affronter les pires dangers pour survivre, notamment des gangs sanguinaires, des créatures maléfiques et on nous dit le terrifiant Jabberwocky, un ancien magicien des plus redoutables. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça, ouais, un peu psychédélique, horrifique, tout ça, tout ça. Bon, honnêtement, je suis pas sûre de le lire. J'ai mis parce qu'il était beau, parce que c'était intéressant. Parce que c'est un... Je crois qu'il a eu pas mal de succès en VO. Mais voilà. Moi, les réécritures d'Alice, bon. Mais je vous l'ai mis quand même pour changer un petit peu. Ouais, j'étais aussi obligée de mettre ma copine Clarence, bien sûr. Donc le nouveau Clarence Pitts. Ça faisait un moment qu'elle n'en avait pas sorti d'ailleurs. D'où personne ne revient, qui sortira chez Belfond. Et donc Clarence, elle fait beaucoup d'ethno-thriller. Hein. Elle aime bien. Et là, on va être en Inde, en l'occurrence. Donc dans le golfe du Bengale, sur l'île de la Sentinelle. Et on va suivre Marie, dont le frère... Ah oui, dont le frère, le fiancé et leur guide viennent d'être assassinés à coups de flèche. Et elle va être sauvée, elle, par l'armée indienne. Mais du coup, on nous dit, voilà, mais alors, Marie, c'est une riche héritière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les trois, d'ailleurs, avec son frère et son fiancé, sur ce lieu qui est interdit? Donc je crois que c'est la fameuse île, là, où quiconque s'approche se fait buter à coups de flèche. Vous savez, il y a une île qui est infranchissable, là. Enfin, tu peux pas y aller parce qu'il y a une tribu, en fait... qui butent les gens, et en même temps ils ont raison, en vrai. Hein. Ils ont raison de protéger leur territoire. Pour une fois que l'homme blanc ne peut pas coloniser un endroit. Et on va suivre un inspecteur. Oula, j'ai cru que OBS avait bugué encore. On va suivre un inspecteur, l'inspecteur Narayan, qui est un défenseur justement des droits des peuples protégés. Qui est décidé à envoyer Marie en prison parce que voilà, elle avait rien à foutre là. Et on va suivre aussi Parvati, qui est une avocate indienne chargée de la défense donc de Marie, qui va découvrir un lien entre cette affaire et une affaire ancienne qui est appelée l'affaire du tueur à la torche, qui est un homme qui assassinait des enfants intouchables. Alors les intouchables, hein, c'est les castes les plus basses en Inde. Et cet homme vient justement d'être libéré. Bon voilà, ça a l'air d'être un beau micmac. Mais voilà, ça peut être intéressant. Après voilà, moi j'aime bien l'écriture de Clarence. Donc je vous l'ai mis. Après voilà, j'espère juste que ça va être assez respectueux hein, de l'Inde, des autochtones et tout ça. Mais voilà. Ah ouais, tu connais pas Clarence Pitts? Le livre que j'ai adoré d'elle, c'était... Merde, c'est pas indélébile, c'est ineffaçable. J'étais pas loin. C'est ineffaçable. Putain, qu'est-ce qu'il était bien ce thriller, j'avais vraiment adoré quoi. Mais là pour le coup, c'était pas un ethno-thriller, ça se passait à Bruxelles. Hein. C'était un livre, une histoire qu'elle a inventée autour ces graffitis là. Ces dessins en fait sur les murs on ne sait pas d'où ils viennent en fait. Ils sont soit violents, soit un peu pornographiques et tout ça. Et elle a inventé toute une histoire autour de ça et c'était vachement bien. Bon bref, voilà. Avec un côté un petit peu féministe aussi. Voilà en tout cas pour celui-ci. Toujours le 26 mars sortira Génocide Bad.
de Simkern aux éditions Grémez. Je connais pas du tout cette édition. Mais voilà. C'est un essai. En fait, Simkern. Alors, Simkern, c'est une militante juive antisioniste. Mais oui, il y en a. Voilà. Et là, en fait, elle a fait un essai, c'est à la fois un exposé, un essai politique, où elle va mêler les histoires juives et palestiniennes. Elle va parler d'impérialisme et de colonialisme, et elle va révéler comment la propagande et la violence se sont croisées jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, en gros, elle dénonce évidemment le génocide, vous l'aurez compris, le génocide palestinien. Elle va raconter aussi son parcours personnel, voilà, des discriminations qu'elle a subies adolescente. Elle va parler aussi de son engagement sur les réseaux sociaux pour Gaza. Voilà, bon, ça a l'air super bien comme livre. Là, pour le coup, je suis très curieuse parce que c'est tellement intéressant. Ok, maison d'édition. Ah oui, donc c'est Grémézé, j'imagine. Maison d'édition italienne, ok. Et donc oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue d'une personne juive, juive antisioniste. Voilà. Donc ouais, ça m'intéresse grandement ce livre. Pas impossible que je l'achète aussi, pour le coup. Voilà pour celui-ci. Le 26 mars, j'ai l'impression de ne pas en voir la fin de ces sorties. Le 26 mars, toujours, sortira Nos derniers jours sauvages de Anna Bailey. Chez Sonatine. Alors, il m'intéresse pas mal celui-ci pour le coup. Alors, vous avez en bandeau La vie de Chris Whittaker. Qu'est-ce que je disais? Alors, tout à l'heure, je parlais des auteurs de la même maison d'édition qui lisaient les livres de leurs collègues. Bon, ben, on y est encore, ou qui lisaient pas d'ailleurs, on sait pas. Mais bon. En plus, ça gâche un peu ce bandeau là, ça m'énerve. Ah, dispo sur NetGalley. Cool, merci. Donc, dans cette histoire, on est dans une petite ville de Louisiane, au fin fond des bayous. Voilà. Donc, avec tous les dangers qui vont avec, les reptiles, les marécages, les cyclones, etc. Mais évidemment, le pire des dangers, c'est les hommes. Et on va suivre Loyal, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a fui son village après un drame, enfin sa ville, c'est une petite ville, après un drame, on ne sait pas ce que c'est. Et elle va être contrainte, voilà, elle a fui à 17 ans, donc on va la suivre, j'imagine, quelques années plus tard, on ne sait pas combien d'années. Elle est contrainte de revenir pour s'occuper de sa mère malade. Et elle appréhende ses retrouvailles, notamment avec une famille, la famille Labasque, qui est une famille de parias qui gagnent leur vie en chassant les alligators des marais. Et en fait, elle les connaît très bien, puisque la fille des Labasque a longtemps été sa meilleure amie. Et le problème, c'est que l'un des Labasque... Il faudrait un peu les lâcher Labasque. Oh, pardon, il fallait que je fasse un jeu de mots à la con. Putain. Bref, et l'un des Labasque va être retrouvé mort dans des circonstances troubles. Et donc, évidemment, Loyal va enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'était tellement nul. Voilà, bon, ça a l'air bien. Et en fait, bon, évidemment, là, encore une fois, c'est pas tant le synopsis qui m'intéresse que ce qu'on nous dit à la fin. Un récit déchirant, vibrant hommage à la nature et à la solitude. Donc, qui dépeint l'atmosphère oppressante qui règne au cœur des marais, un monde dur sans compromission où la vie est synonyme de survie et dans lequel les femmes doivent sans cesse lutter pour s'accomplir. Et en plus, on nous dit que c'est un roman gothique. Donc là, c'est écrit thriller sur le bandeau, là. Mais là, un roman gothique au sud des États-Unis. Très bien. Voilà.
forcément ça m'intéresse. Alors ouais, en plus, alors l'autrice, elle est pas américaine de base, elle est britannique d'ailleurs. Tiens, je l'avais pas vue, sinon j'aurais précisé. Mais ah, c'est elle qui a fait Une pluie de septembre. Je l'ai pas lu, mais je l'ai dans ma page, je crois. Ok, donc c'est elle, voilà. Ben, ça a l'air bien, en tout cas. Ça a l'air très intéressant. Voilà pour celui-ci. Le 26 mars encore sortira Le refuge occulte pour chat. Alors, Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. C'est dans le titre. Écrit par Heather Fawcett. Et bon, honnêtement, celui-là, j'ai surtout mis parce que ça parle de chat. Et parce que le livre est très beau. Mais bon, c'est un peu, je crois que c'est un peu de la romantaisie en vrai. Ça sortira chez De Saxus et dans cette histoire, on va suivre Agnès qui mène une vie bien rangée avec une organisation implacable et elle gère un refuge pour chats. Voilà. Le problème, c'est qu'un jour, son local va être en partie détruit et elle n'a d'autre choix que de déménager. Et elle va tomber sur une affaire, un lieu charmant dans une jolie rue avec un loyer des plus bas. Le problème, c'est que son propriétaire est un magicien, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Havelock Renard, qui est aussi appelé le roi des sorciers, et il se sert de cette location pour masquer son activité illicite de vendeur d'artefacts. Et à cause de lui, le refuge de Agnès va se retrouver mêlé à un conflit qui les dépasse. Et Agnès va décider de prendre les choses en main. Et donc on est à Montréal en plus. On est à Montréal. Et ouais, c'est marrant parce que c'est classé comme fantasy, mais en fait c'est plus du fantastique vu qu'on est dans un lieu réel avec pas avec de la magie. Donc pour moi c'est plus du fantastique que de la fantasy, mais bon c'était classé en fantasy voire romantaisie, donc j'imagine qu'il va y avoir une romance peut-être entre Agnès et Havelock. Voilà. Voilà. Bon. Écoutez, ça parle de chat. Voilà. Ce que vous voulez que je vous dise. Allez, on va passer au tout dernier de la liste. Et alors, last but not least, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, puisque sortira... Alors, par contre, ça sort vite, mais bon, peut-être parce que c'est un recueil de nouvelles. Sortira Strange Buildings de Uketsu. Après Strange Pictures et Strange Houses. Non, Strange Buildings. Et évidemment, je vais le lire, bien sûr. Ça sortira chez Seuil. Et dans cette histoire, en fait, c'est un recueil de nouvelles, mais sans en être vraiment un... Ce qui a été un petit peu le cas de Strange Pictures aussi, en fait. Hein. Puisque dans Strange Pictures, rappelez-vous, les gens qui l'ont lu, on suivait plusieurs histoires qui étaient en fait reliées les unes aux autres. Enfin, on découvre à la fin comment elles sont reliées. Bah là, c'est un peu... Ouais, oui, c'est un peu... c'est la même couve, effectivement. Bah là, c'est un peu le même délire, voilà, puisqu'on nous dit que il s'agit de 11 récits croisés autour de bâtiments étranges, comme le titre l'indique. Les 11 récits se déroulent à des époques différentes et sans lien apparent les uns avec les autres, mais ils vont finir par ne former qu'une seule histoire. Ça a l'air trop bien, comme d'habitude. Là, j'ai trop envie de le lire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime trop ce qu'il nous propose Uketsu. Je trouve ça trop intéressant. Alors, c'est pas toujours très très bien travaillé. Hein, dans Strange Houses, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait trop de facilité scénaristique. Mais, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à quoi, du coup? Mais à chaque fois, c'est quand même ultra original et très flippant. Il a quand même la particularité de rendre les trucs un peu flippants, quoi. À chaque fois, c'est... Ah bon, un Bussy? Lequel? Je m'attendais pas à ça. D'accord, chute, ok. Ah, parce que ça spoil, c'est ça? Bon, voilà. En tout cas, ça a l'air trop bien. Et ben voilà, évidemment. Ah, je l'ai lu, d'accord. Putain, mais je vois pas...
J'avoue que là, je vois pas. Ah, si, je pense savoir. Oui, je pense savoir, ok. Oui, mais parce que tu as buté sur un... sur un mot-clé, on va dire. Je vais pas le redire parce que sinon ça risque un peu de spoil. Mais je pense pas que ça soit le même délire en fait. Je pense pas que ce soit le même délire que dans le Bussy. Je pense pas que ce soit la révélation, la même révélation que dans le Bussy. C'est pas du tout pareil à mon avis. Euh, Là c'est juste qu'on va être putain merde, c'est ce que je vais dire sans spoiler. Bon, bref. Là ça va être un peu comme dans Strange Pictures en fait, hein. Dans Strange Pictures, on avait des récits différents. Et en fait, c'était sur plusieurs temporalités. Et au final, il y avait en fait, parce qu'on avait le passé de certains personnages, etc. Enfin bref, voilà. Je pense que ça va être un peu le même délire là-dedans, quoi. Voilà, j'espère ne pas avoir spoilé quoi que ce soit, mais je pense que ça va être ça. Ça va être des récits passés présents. Bref, bon voilà, en tout cas, c'était le der des der. Donc on va revenir par ici, voilà, en espérant que ça vous aura intéressé. Putain, il n'y avait pas grand monde ce soir hein, pour les sorties, d'habitude il y a plus de monde. Bon écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Du coup, nous, on va se retrouver, je pense, jeudi parce que... Alors sur YouTube, du coup, ça va être vendredi. Puisque je vais vous faire ma palle du printemps. Voilà. Il ne faudra pas que j'oublie. Ah oui, c'est les vacances, c'est vrai. Ouais, peut-être que c'est pour ça. Merci en tout cas, ouais. Bon, du coup, je vais laisser YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez noté quelques sorties. Ah ouais, t'as pas noté de trucs, putain. Moi, là, il y en a trop que j'ai envie d'acheter. Là, pour le coup, ouais. Là, vraiment, voilà. Je vous dis donc à très bientôt. Du coup, voilà, vous aurez une vidéo plutôt assez rapidement. Et puis ensuite, on inquiéra dimanche prochain, donc lundi pour vous, avec le tag du mois de février. Voilà, et ça me fait penser que j'ai pas posté mon bilan de janvier, je crois pas, sur Insta. Allez, bisous bisous YouTube, et donc à la prochaine. Ciao.